Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc nous avons vu avec l'exemple de notre boîte, l'exemple simple, que la répartition équiprobable, dans le cas où il y a un grand nombre de particules, comme dans un système macroscopique, le nombre d'états équipartis ou presque équipartis est absolument colossal, phénoménal, alors que le nombre de cas où les particules sont plutôt réparties dans le côté gauche ou le côté droit est extrêmement faible. À tel point, d'ailleurs, que même si on attendait pour un système macroscopique, disons une boîte qui contient de l'air ambiant, de quelques litres, même si on attendait des milliards de milliards d'années, en fixant la boîte, on n'a quasiment aucune chance de voir les particules se séparer côté gauche ou côté droit. On aurait plus de chances de gagner 1000 fois l'euro million d'affilée. Et même si d'aventure ça arrivait à un léger écart qui se produirait, il ne se reproduirait qu'à un court instant, sur des milliards de milliards d'années, le temps que les particules se répartissent à nouveau de manière aléatoire. Donc, la conclusion, c'est que le système évolue toujours spontanément vers des états macroscopiques très probables. Donc on part, par exemple, d'états très peu probables, et le système évolue spontanément vers des systèmes équiprobables, de haute probabilité. Par exemple, dans notre boîte, mettons la paroi qui sépare en deux, mettons une vraie paroi, et forçons les particules à aller à gauche. Par exemple, en pompant, ou alors avec un piston, simplement, dans la boîte, avec un système, un cylindre et un piston. À ce moment-là, on enlève la paroi du milieu, et les particules qui sont d'un seul côté vont alors, aléatoirement, et se répartir dans la totalité. Et, en plus, c'est relativement rapide, parce que, à température ambiante, par exemple, les molécules d'air se déplacent de plusieurs mètres par seconde. C'est donc, en fait, l'air est extrêmement agité, ça n'en a pas l'air comme ça, mais les molécules sont très agitées, et donc la répartition est presque immédiate. Donc on va spontanément d'un état WJ égale 1, trop très petit, à WJ, vers un WJ extrêmement grand, extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où l'entropie est 0, ou proche de 0, parce que le logarithme de 1 vaut 0, vers un état où l'entropie est finie. Et donc, on a là un comportement irréversible. On passe d'un état où tout est d'un côté à un état où tout se répartit, où on n'a plus qu'une chance d'observer un état spontanément d'un côté ou de l'autre, avec une augmentation de l'entropie. Ce qui nous donne une interprétation statistique du second principe. L'augmentation de l'entropie correspond simplement au fait que le système va préférentiellement se retrouver dans un état qui a plus de probabilité d'exister. C'est donc un pur effet statistique. Et ceci est vrai d'ailleurs de tous les cas d'irréversibilité, donc ceux que j'ai cités. Prenons par exemple le cas du verre brisé. On laisse tomber un verre, il se brise en plusieurs morceaux. Et spontanément, on ne voit pas les morceaux se recoller. Et même si on les met soi-même ensemble comme un puzzle, avec beaucoup de patience, on pourrait constituer le verre, mais rien faire, il ne tiendra pas. C'est irréversible. Parce que on a un état initial, un verre, un état unique, et un état final composé de tas de morceaux très différents, y compris pour le verre, les cassures ne sont pas nettes. Au niveau microscopique, c'est arabiscoté. Réussir à réajuster exactement les molécules, qui en plus ont pu bouger, se déformer, il n'y a aucune chance d'y arriver. Parmi les milliards de possibilités de remettre les molécules ensemble, c'est exclu. Il y a simplement beaucoup plus d'états brisés que d'états non brisés. D'où l'irréversibilité. Pour arriver à reformer le verre, il va falloir apporter de l'énergie, fondre le verre et recouler un verre intact. En fonction des paramètres globaux, c'est-à-dire le nombre de particules, l'énergie totale, éventuellement d'autres paramètres, on peut calculer
la répartition des particules dans chaque état. Il y a des répartitions qui peuvent se calculer ainsi, comme par exemple celle qu'on appelle répartition de Maxwell-Boltzmann pour les molécules d'un gaz, où on dit que voilà, dans une telle vitesse, il y a autant de particules, une telle autre vitesse, il y a autant de particules, etc. Et cela peut être récapitulé dans une seule fonction, appelée fonction de partition, que je ne décrirai pas ici, bien entendu, qui décrit l'état microscopique du matériau, et avec lesquels on peut faire divers calculs qui donnent la température, la pression, l'entropie, etc. Et même l'équation d'état. Ça permet de retrouver l'équation d'état. On retrouve ainsi toute la thermodynamique classique à partir de ce raisonnement statistique microscopique. Et ce fut d'ailleurs un grand succès de la physique statistique. Et cela s'est fait avant même d'avoir confirmé l'existence des atomes et des molécules. Parce qu'au XIXe siècle, on le soupçonnait fortement, et plus le temps avançait, plus il y avait de résultats, plus on pensait qu'il devait y avoir des entités appelées atomes et molécules. Ça a commencé avec la chimie, avec Dalton, et d'autres scientifiques, et puis après avec la physique. Et celui qui a vraiment confirmé l'existence des atomes, qui a été considéré comme une preuve décisive, c'est Einstein. Toujours lui. Hein. Il a étudié l'effet brownien. Alors, l'effet brownien, c'est le fait que quand on observe avec un microscope toutes petites particules de pollen dans de l'eau, les particules de pollen ont des mouvements erratiques. Il a supposé que ces mouvements étaient dus à des chocs produits par les molécules d'eau, qui sont en agitation permanente. Il a fait les calculs et a retrouvé les caractéristiques observées du mouvement brownien. Ce résultat fut considéré comme décisif. Depuis, il y a eu bien d'autres résultats, et même maintenant, avec les microscopes dits à effet tunnel, on peut même arriver à observer les atomes. Mais au XIXe siècle, tous les physiciens n'étaient pas d'accord sur leur existence. Et Boltzmann, qui est un des fondateurs de la thermodynamique et de la physique statistique, a émis cette hypothèse atomique pour les gaz et a permis d'expliquer les lois de la thermodynamique à partir de ces molécules et atomes que l'on supposait. Ce qui fut un bon succès et un bon élément en faveur, à l'époque, de l'existence de ces atomes et molécules. Voilà, alors revenons sur un point que nous avons suggéré. Nous avons dit, tous les états microscopiques sont équiprobables. Alors, est-ce vrai? Peut-on le prouver? C'est une bonne question, parce qu'une bonne part de notre raisonnement est basée là-dessus. Le fait qu'on a dit, les états sont équiprobables, donc le nombre d'états équipartis étant énorme, sa probabilité est énorme, à condition que ça soit équiprobable. Alors, de plus, le passage d'un état à un autre, un état microscopique à un autre état microscopique par l'évolution, est dicté par les lois fondamentales. Et donc, quelles peuvent être les conséquences du fait qu'on ne passe pas de manière arbitraire d'un état à n'importe quel état. Et si une partie des états, par exemple, était inaccessible, en partant d'un état donné, si l'évolution faisait qu'on n'atteint jamais une partie des autres états. Donc, bien sûr, il existe des différences entre états macroscopiques qui sont basés sur des paramètres globaux. Par exemple, les quantités conservées, le nombre de particules, l'énergie totale, et il peut y avoir d'autres choses, comme la charge électrique, ou d'autres choses encore. Il peut y avoir des effets de structure, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ça, ce n'est pas grave, parce qu'alors on peut prendre des situations avec le même nombre de particules, la même énergie, etc., et avoir ainsi des groupes d'états. Et donc, au sein du groupe, est-ce que c'est vraiment équiprobable? Alors, avant de répondre à cette question, bien sûr, la réponse sur la qu'on est déjà, c'est évidemment oui. Mais avant de voir ce qu'on appelle le théorème ergodique, on en reparlera, voyons un peu des indices, ou du moins un indice important. La plupart des systèmes physiques subissent un phénomène
qui est appelée influence sensitive des conditions initiales. On pourrait dire aussi la sensibilité aux conditions initiales. C'est une expression un peu compliquée, mais qui est relativement simple, et qui dit que pour un petit écart, on a des conséquences importantes. Donc partons d'un état 1 donné, et le système évolue et aboutit à un état A. On peut partir d'un état légèrement différent, 1', juste un tout petit peu différent de 1, qui va évoluer vers B. Il y a deux types de situations. Celui où A et B vont rester proches, tout comme 1 et 1'. Plus exactement, au cours du temps, l'écart entre les deux états peut augmenter, mais linéairement, 2 fois plus long, 2 fois plus écarté. C'est le cas, par exemple, de deux trajectoires droites qui s'écartent progressivement. Autre possibilité, ça diverge très vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, l'écart est multiplié par 10, puis encore par 10, par 10. Et donc, 3 écarts de temps, ça fait 10 fois 10 fois 10, c'est 1000 fois, puis 10 000, 100 000, 1 million. Donc ça croît très vite. Ce qu'on appelle un écart exponentiel. L'écart exponentiel, c'est justement l'influence sensitive des conditions initiales. Un tout petit écart donne une variation forte des résultats au bout d'un certain temps. Il y a des exceptions à ça quand les lois sont très simples. Un exemple, c'est le pendule. La loi du pendule est simple et ne subit pas ce phénomène. Si vous poussez un peu plus le pendule dans un sens ou dans un autre, ça ne change pas énormément. C'est également le cas des systèmes dits linéaires, justement, où la sollicitation, si on sollicite le système, la réponse du système est proportionnelle à la sollicitation. Mais ça, ce sont des cas idéalisés, simples. La plupart des systèmes ne sont pas comme ça. Ils sont beaucoup plus complexes que des systèmes simples, évidemment, idéalisés. Ils sont aussi non linéaires. Et cela conduit ainsi à des comportements de sensibilité aux conditions initiales qui sont extrêmement fréquents. Pratiquement tous les systèmes le subissent. Cela conduit à des phénomènes appelés comportements chaotiques. On parle de la théorie du chaos déterministe. Parce que les lois donnent des évolutions bien précises, mais avec un comportement chaotique, parce que de toutes petites différences s'amplifient. Et ces comportements sont pratiquement la norme. Ils sont très très fréquents. Les cas où il n'y a pas de chaos sont des cas idéalisés, artificiels. L'homme a appris à maîtriser d'abord les systèmes simples qu'il était capable de maîtriser, donc il n'était pas chaotique. Donc ça a masqué ce fait que les systèmes naturels, plus fréquents, sont beaucoup plus difficiles à maîtriser. Il est plus facile de maîtriser le roulement d'une bille dans une rigole, d'un dispositif quelconque, qu'une avalanche, qui est extrêmement complexe et chaotique. Un exemple très simple de comportement comme ça, ce sont les boules de billard, qui en plus est utile pour nous. Vous lancez une boule de billard sur la billard. Tant qu'elle rebondit sur les bandes, l'effet est linéaire. Si vous avez sur la bande un tout petit écart des trajectoires, le rebond va donner un petit écart des trajectoires. En fait, ça ne va pas plus amplifier l'écart que si c'était de simples lignes droites. Par contre, placer un bouchon ou une autre boule avec une collision, alors un tout petit écart peut provoquer des trajectoires mais complètement différentes. Et même pour un écart infime, après 2 ou 3 rebonds sur des bouchons ou d'autres boules, les trajectoires deviennent complètement différentes et imprédictibles. Tout joueur de billard sait qu'il est plus facile de viser avec une bande qu'avec un bouchon, ou qu'avec une autre boule. Et il se fait que justement des collisions entre boules, c'est un peu comme les collisions d'atomes et de molécules.
Hein, si on idéalise ça par des sphères, c'est pas tout à fait juste, mais ça vient quand même. C'est des collisions, c'est exactement la même chose. De tout petit écart dans les trajectoires des molécules, des atomes, et les résultats sont complètement différents. Même la gravitation de Newton subit cela. Prenez seulement deux corps, une étoile et une planète qui tourne autour. Pas de problème. Newton avait résolu ces équations. Elles sont maîtrisées par tout étudiant. Elles sont parfaitement régulières. C'est ce qu'on appelle les coniques, c'est-à-dire cercles, ellipses, paraboles, hyperboles, et des trajectoires très stables. Vous déviez un petit peu le corps, ça donne un résultat légèrement différent. Mais prenez seulement trois corps. 3. Terre, Lune, Soleil. Évidemment, encore pire si vous en prenez plus, avec les autres planètes et tout. Il y a beaucoup de corps dans le système solaire. Mais même seulement 3. Et là, le comportement devient chaotique. Ce problème avait été constaté au XIXe siècle. Ils avaient constaté que, pour le système Terre, Lune, Soleil, prédire les éclipses sur une très longue période, on parle là en milliers d'années, ou en millions d'années, ça devenait difficile. Et il y avait des problèmes pour résoudre les équations. Et donc, il y avait un prix qui avait été offert à celui qui résoudrait le problème, ou du moins donnerait une avancée importante. Ce prix fut décroché par Poincaré. Poincaré qui étudia le problème et qui eut l'intuition de ces comportements chaotiques et qui construisit et bâtit, c'est le fondateur des théories du chaos, qui découvrit quels étaient les mécanismes internes à la base de ces phénomènes. Et il comprenait que, là, effectivement, pour les 3 corps, il y a un comportement chaotique. Heureusement, pour le système solaire lui-même, le Soleil est massif et les planètes sont assez loin les unes des autres, donc se perturbent très peu. Et donc, le comportement chaotique du système solaire, c'est sur des périodes qui se chiffrent en milliards d'années. Il n'est pas exclu, par exemple, qu'une planète, surtout les planètes extérieures, au-delà de Jupiter et Saturne, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, une planète comme Pluton s'échappe. Mais pas quand 10, 20, 30, 100 milliards d'années. Donc on est tranquille. En plus, le système solaire sera mort bien avant cela. Donc, c'est pas exclu. On peut même l'observer dans des cas à plus petite échelle pour la gravité, pour le système solaire. Il y a quelques années de cela, fut observé un astéroïde appelé Apophis, le dieu du destin funeste, pourrait-on dire, dans le panthéon égyptien, dieu du mal. Si je ne me trompe pas, c'est contre Apophis, dieu des ténèbres, que lutte Ra, le dieu soleil, pour l'empêcher d'envahir le monde, dans une lutte perpétuelle, jour et nuit. Cet astéroïde était assez gros. Et les calculs montraient qu'il se dirigeait vers la Terre. Mais en fait, il devait passer près de Mars. Donc on avait Mars, la Terre, il devait passer près de Mars et se diriger vers la Terre. Et les calculs montraient qu'il pouvait passer près de la Terre. Oui, mais il devait d'abord passer près de Mars, ce qui est analogue à nos collisions. La déviation par Mars est très sensible à la trajectoire. Une toute petite différence dans la trajectoire, et la déviation est fortement amplifiée. Et donc tout ce qu'on pouvait dire, c'est que il n'allait pas. Et les mesures ne sont jamais parfaites. On ne connaît jamais les trajectoires d'astéroïdes à la perfection. Ils sont loin, ils sont petits, c'est pas facile de les mesurer, donc il y a des incertitudes. Et donc, tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il allait passer près de la Terre à plusieurs millions de kilomètres près. S'il avait heurté la Terre, ça aurait été une catastrophe, c'est un très très gros astéroïde. Il aurait mis fin à toute vie sur Terre. Donc celui-là, il a fait un peu peur. Et on ne savait pas dire exactement où il allait aller. Il a fallu attendre qu'il passe à côté de Mars, qu'à ce moment-là, il n'ait plus de perturbations qui viennent changer sa trajectoire, et les mesures alors permettaient de dire « Ah, mais ça va, il va passer à plus d'1 million de kilomètres de la Terre. » C'est rien du tout, hein, l'échelle du système solaire. 1 million de kilomètres, c'est 3 fois la distance de la Lune. À l'échelle du système solaire, c'est un saut de puce. Donc ça reste impressionnant. Mais 1 million de kilomètres, bon là au moins il ne risque pas de toucher la Terre. Et
Voilà un exemple typique de ces solutions sensibles aux conditions initiales et au comportement chaotique qui fait que, avant à peu près un an, il fallait à peu près un an pour qu'il fasse le tour, avant un an de son risque d'impact, on ne savait pas vraiment dire s'il allait percuter la Terre à cause de ça. Donc, c'est pas toujours innocent. Hein. Et presque tous les systèmes décrits par les théories fondamentales, comme les théories quantiques ou d'autres, toutes subissent ce genre de phénomène. Même l'hydrodynamique qui décrit les mouvements des fluides, subit ce genre de phénomène. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de prédire la météo au-delà de 2 ou 3 semaines. On n'a que des valeurs à confirmer. Ils le disent souvent, hein, la météo. Hein. Ils disent demain, il va faire telle température, il y aura tel risque de pluie, etc. Ils disent, voilà, dans une semaine, prochain week-end, à confirmer. C'est souvent le mot qu'on entend, à confirmer, alors que c'est qu'une semaine. Parce qu'il y a des incertitudes. C'est dû à cela. Même avec les mesures énormes que l'on a maintenant, avec les stations météo un peu partout, les bateaux en mer, les satellites, les dizaines de satellites qui mesurent toutes sortes de choses, des ordinateurs hyper puissants qui calculent la météo, même comme ça, il y a des incertitudes. Et alors ils font comme ça, hein, pour calculer. Ils changent des petites valeurs. Ils changent un peu les valeurs de ci, de là, et ils refont les calculs. Et ils voient si ça change beaucoup. Si tous les calculs disent il va pleuvoir dans 3 jours, alors ils vont dire, oui, ça vous arrive à vous ramasser la douche. Mais si la moitié des simulations disent il pleut, et l'autre moitié dit il fera sec, ils disent, à confirmer, une chance sur 2. Risque. Voilà, un exemple très typique de ces phénomènes. Et donc, une caractéristique de ces systèmes, c'est qu'ils sont intrinsèquement imprévisibles, en tout cas au-delà d'une certaine durée caractéristique. Même en connaissant très précisément les valeurs initiales, ça s'écarte très vite. Et auprès d'un certain temps, qui dépend du système, hein, j'ai parlé en semaines pour la météo, en milliards d'années pour les planètes, après un certain temps, on ne peut plus rien prédire. On a développé toutes sortes d'outils, il y a énormément de travaux autour de ça, hein, qui font appel à des mathématiques parfois très pointues, et certaines choses dont vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est le domaine des fractales, le domaine des attracteurs étranges. Donc je ne vais pas approfondir toute cette théorie ici, ce n'est pas le but. Voyons un peu un point important. Au cours du temps, les valeurs de 2 trajectoires qui sont à peine différentes. Elles sont presque identiques. Donc au cours du temps, elles vont fortement s'écarter à cause de l'influence sensitive. Et si on remonte dans le passé, ou si on fait le calcul à l'envers, on constate aussi l'écart. En fait, c'est symétrique. Étonnant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est simplement le reflet du fait que les théories fondamentales qui permettent de calculer ces trajectoires sont réversibles. Nous en avons parlé, nous l'avons dit. Ces théories sont invariantes par le changement t vers moins t. Hein? Vers passé, futur, kiff kiff. Et donc, on obtient le même phénomène vers le passé, vers le futur. Donc, non, ce phénomène n'explique pas l'irréversibilité. L'irréversibilité, c'est le caractère statistique dont je vous ai parlé. Peu probable vers fort probable. C'est tout. Ça explique juste le caractère imprévisible. Et donc, ça sera un élément important pour déterminer si l'hypothèse, ce qu'on appelle le principe fondamental de la physique statistique, si l'hypothèse d'équiprobabilité des états microscopiques, si c'est juste. Et ça, c'est ce que nous aborderons dans la prochaine vidéo avec le théorème ergodique. Je vous remercie.